Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Pourquoi faut-il poursuivre les recherches anthropologiques après Ebola? La réponse tout à l'heure. Des dispositions ont été prises pour mettre fin au relâchement en Sierra Leone. Plus de détails dans un instant. Et l'invité du jour, Dr Fodé Dafé, directeur de la prévention et contrôle des maladies au ministère de la Santé de la Sierra Leone, nous parlera de la surveillance avant et après la réapparition du virus. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, des socio-anthropologues et chercheurs ont échangé ce vendredi à Conakry sur les besoins de recherche anthropologique après Ebola. C'était lors d'une table ronde organisée par l'UNICEF et le réseau africain des chercheurs en sciences sociales. Dr Julienne Anoko de l'UNICEF. L'objectif principal de cette table ronde, c'est d'abord de faire connaître la recherche socio-anthropologique à tous les partenaires, mais aussi aider la Guinée à s'inscrire même dans la recherche socio-anthropologique, parce que à la différence des autres pays, la Guinée est restée très en retard. Donc pendant la riposte à Ebola, nous nous sommes retrouvés, moi par exemple qui ne suis pas guinéenne, je suis arrivée ici le 4 avril 2014 et on a fait un bilan au niveau des réseaux des sciences humaines et sociales et on s'est rendu compte que la Guinée n'était même pas inscrite elle-même à répondre à ce genre de questions. Donc c'est à travers cela que l'UNICEF a mis en place un partenariat stratégique avec l'Université Symphonia pour qu'on puisse doter la Guinée d'un laboratoire des sciences sociales, faire que les sciences sociales s'inscrivent dans la vie publique. Donc les sciences sociales ont beaucoup travaillé pendant Ebola et maintenant avec la relance, plus que jamais, c'est indispensable que les chercheurs en sciences sociales continuent d'appuyer toutes les interventions en matière de développement pour aider la Guinée à se relever. C'était Dr Julienne Anoko de l'UNICEF. Après l'annonce le 29 décembre dernier de la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, on observe un relâchement des mesures de prévention dans certaines villes du pays. Les acteurs de la lutte contre Ebola tirent la sonnette d'alarme et invitent la population au respect de ces mesures. Asmaou Diallo. À Forêt-Karia, Koya, Kindia et même à Conakry, il est presque impossible de parler de respect d'hygiène sanitaire. Tous les Guinéens sont unanimes qu'Ebola est fini. Mais le problème d'un côté, c'est que le pays est toujours dans une période de risque, puisque nous n'avons pas franchi les 90 jours. Et de l'autre côté, c'est que la Sierra Leone est redevenue une zone active. Le docteur Sakoba Keita est le coordinateur national de la riposte. Les mêmes phénomènes amènent les mêmes mots. C'est au cours de la troisième partie des 90 jours dans les deux pays que des cas d'Ebola sont survenus. Pour non pas que les mêmes événements se déroulent chez nous, nous avons jugé nécessaire de prendre le devant, d'entreprendre un certain nombre d'actions. Premièrement, c'est d'accentuer la communication vis-à-vis de la population. Deuxièmement, c'est de mener des actions de suivi de nos personnes sorties guéries de nos centres de traitement. 2 contacts liés au dernier cas positif de la Sierra Leone sont signalés être en Guinée. Le docteur Sakoba Keita parle des dispositions prises pour les retrouver. On a demandé aux autorités sanitaires de Conakry de recenser toutes les associations des ressortissants sierra-léonais à Conakry et à Forêt-Karia. Et on est parti à l'ambassade pour l'attirer leur attention. Nous allons mettre à profit ces responsables pour qu'ils nous montrent tous les Sierra-Léonais qui sont rentrés en Guinée à partir de début janvier. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Conakry. Voix des femmes et des jeunes contre Ebola, c'est sous ce thème qu'une formation de 4 jours s'est bouclée ce jeudi à Conakry. L'Institut Panos de Dakar, en collaboration avec la Coordination nationale de lutte contre Ebola, a invité des journalistes des radios communautaires du pays à faire une couverture plus diversifiée de la période post-Ebola pour la diffusion des magazines et débats impliquant les jeunes et les femmes. Mohamed Koma. Couvrir Ebola a été une tâche compliquée pour les journalistes en Guinée.
À l'image de Mariam Fodé Camara, journaliste dans une radio communautaire, ils ont été nombreux à avoir eu du mal, il y a 2 ans, à couvrir les histoires liées à cette épidémie. On avait rencontré beaucoup de problèmes, c'était pas facile. Parce que il y en a, ils se sentent un peu stigmatisés, les personnes qui sont atteintes d'Ebola. Donc, quand vous partez vers eux, ils se disent non, moi je parle pas, parce que quand les gens vont m'entendre tout à l'heure, demain après-demain de passage, mais personne ne me dira bonjour, ils seront rejetés par la société. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Cela relève maintenant du passé. Aujourd'hui, la Guinée est sans Ebola et se trouve dans une surveillance accrue de 90 jours. Pour Hawa Diallo, journaliste à la radio rurale de Pita en Moyenne-Guinée, les médias doivent toujours continuer à sensibiliser les citoyens. Je lui ai demandé si ses auditeurs n'étaient pas fatigués d'entendre les mêmes messages. Oui, quelque part, oui, mais vous savez, quand il s'agit de la santé, on doit toujours enfoncer le clou dans la plaie. Pour le coordinateur des projets à l'Institut Panos, les messages ne sont pas suffisants. Il faudra écouter maintenant les personnes qui ont été les plus affectées par Ebola. Libas Anne. L'évolution de la maladie a permis de sortir d'une situation et d'aller à une nouvelle situation. Et par rapport à toute nouvelle situation, il devait y avoir une nouvelle forme de communication. Et cette nouvelle forme de communication devrait être davantage inclusive, c'est-à-dire prendre en considération les préoccupations de ceux qui ont subi les pures atrocités, ceux qui ont payé le plus lourd tribut, doivent être entendus pour qu'on sache par quel bout prendre cette communication pour qu'en fait Ebola ne revienne plus en Guinée. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Conakry. En Sierra Leone, 11 des 33 personnes en quarantaine atteignent aujourd'hui, 29 janvier, leur 21e jour de suivi. Il s'agit des 10 agents de santé qui avaient soigné Mariatou Diallo à Bamoualouma et le conducteur de mototaxi qu'il avait envoyé au poste de santé. Pendant donc 21 jours de suivi quotidien, aucun de ces 11 contacts n'a présenté de signe d'Ebola. Leur sortie est prévue pour demain 30 janvier 2016. Le calme est totalement revenu à Bamoualouma après une décision présidentielle qui a ordonné la réouverture du marché hebdomadaire et la libération des 18 personnes interpellées lors de la manifestation de mardi dernier. Toutefois, la population s'engage à retrouver dans les 24 heures qui suivent l'ensemble des contacts perdus de vue. Rappelons que les autorités de Freetown avaient décidé de fermer le marché hebdomadaire de la localité et y avaient déployé les forces de sécurité pour ainsi éviter une éventuelle propagation du virus Ebola, ce qui n'avait pas plu aux habitants qui ont réagi en incendiant le poste de police. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedou, Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidi Condé, Ebola Chrono Plus, Conakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. En Sierra Leone, le seul pays où Ebola est encore présent, la surveillance épidémiologique est une priorité. Malgré un certain relâchement observé dans le lavage des mains, les équipes de surveillance sont sur le terrain pour détecter tout éventuel cas de maladie. Korkaba est notre envoyé spécial en Sierra Leone. Suivez. La déclaration de fin de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone le 7 novembre dernier avait été suivie d'un relâchement au niveau des mesures de prévention de la maladie. Mais la donne semble avoir changé. Le docteur Assad Navid est médecin à Freetown. Il est très actif dans la riposte. Quand on a été déclaré libre d'Ebola, beaucoup de personnes disaient qu'on n'a plus besoin de se laver les mains. Mais depuis le nouveau cas, les agents qui contrôlent la température sont maintenant stricts. À chaque fois que vous passez, ils s'assurent que vous avez bien lavé les mains. Ces mesures sont effectives dans les structures de soins et bâtiments administratifs. Mais dans la communauté, le lavage des mains est moins visible malgré les fortes sensibilisations à travers les différentes radios du pays. Dans les provinces de Port-Loko, Tonkolili et Kambia, les équipes de surveillance sont beaucoup plus actives sur la remontée des alertes en termes de décès et de maladies fébriles. Ismaël Rogers est l'adjoint du chef de la surveillance à Kambia. S'il y a une alerte sur un décès, nous avons nous déployer sur le terrain pour investiguer.
Si le décès a un lien avec Ebola, nous sensibilisons la famille pour procéder à un enterrement digne et sécurisé. Mais s'il n'y a aucun lien avec Ebola, le corps est rendu à la famille pour qu'elle l'enterre. C'est la même chose pour les maladies fébriles. S'il y a un quelconque lien avec Ebola ou une maladie à potentiel épidémique, la personne est envoyée ici pour plus d'investigations. Avec 48 contacts perdus de vue à Kambia seulement, les chefs coutumiers ont été associés à la surveillance et à la recherche de ces personnes jusque-là introuvables. Baye Farmatas Bobogbak, 4e du nom, est le paramontif de Kambia. J'ai convoqué une réunion avec tous les chefs de section. Je leur ai demandé de contacter tous les chefs de village à propos de ce cas pour qu'aucun parmi ces gens ne soit permis de vivre dans leur zone. Et s'ils voient un étranger, ils doivent immédiatement me tenir informé. Une importante réunion avec les autorités guinéennes est prévue les jours à venir à Kambia pour mieux harmoniser les stratégies de surveillance, notamment au niveau de la frontière. Korkaba, Ebola Chrono Plus, Sierra Leone. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Comme je vous le disais à l'entame de cette émission, notre invité du jour est le docteur Dafé. Il est directeur de la prévention et contrôle des maladies au ministère de la Santé de la Sierra Leone. Il coordonne les activités de la surveillance en cette période d'épidémie d'Ebola dans son pays. Le docteur Dafé répond aux questions de Korkaba. Après la déclaration de fin d'épidémie, nous étions entrés dans une période de surveillance renforcée. Ça veut dire que nous devions vérifier et voir si nous n'avions pas autre cas d'Ebola. Et cette surveillance incluait une mesure qui consistait à effectuer un prélèvement de tous les corps quand il y a un décès dans le pays. Aussi, nos structures de santé ont reçu des instructions sur les définitions de cas qu'elles devaient suivre pour éventuellement lancer une alerte. C'est parce que nous avions ce système en place qu'on a pu détecter ce cas particulier. Mais vous l'avez détecté après sa mort. Parce que la manière dont le cas s'est présenté n'était pas en fait typique à ce que nous avions l'habitude de voir dans le passé avec Ebola. Elle est arrivée à l'hôpital, elle était constipée, elle vomissait parfois. Donc nos agents de santé n'ont pas pu détecter parce que cela ne faisait pas partie de notre définition de cas. La constipation n'en faisait pas partie. Normalement, pendant cette période, les enterrements devraient être sécurisés. Pourquoi elle n'a pas été enterrée de manière sécurisée? Après la déclaration, ce sur quoi on s'est entendu est que nos agents de surveillance et ceux qui font le prélèvement vont vérifier si oui ou non un corps est suspect et dans ce cas-ci, il n'y avait rien qui le rendait suspect. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est le fait qu'un prélèvement devait être fait, que le corps soit suspect ou pas. C'est ce qui a permis à notre système de surveillance de le détecter rapidement. And that's where the surveillance system was able to pick this one up very quickly. Ne pensez-vous pas qu'il aurait été mieux de garder le corps jusqu'à la sortie des résultats du test? Nous n'avons pas assez de place à la morgue pour garder les corps pendant 2 à 3 jours. Les résultats ne sont pas automatiques. Qu'en est-il alors des tests rapides? Ils ne sont pas homologués. Pour le moment, nous les utilisons en phase pilote dans certains endroits. Et donc, comme nous savons par expérience que garder les corps dans la communauté pendant longtemps sans les enterrer rendait les gens agressifs, c'est pour cela que nous avons dit que ceux qui sont suspects vont être enterrés de manière digne et sécurisée. Ceux qui ne le sont pas vont être rendus à la communauté pour qu'elle enterre et c'est ce qu'on a fait avec ce cas.
J'ai fait un peu le tour de la ville de Freetown et franchement, les gens ne sont pas stricts sur le lavage des mains. Pourquoi? As you said, yes, people have tried to go back to what they were. Oui, comme vous le dites, les gens sont revenus à leurs anciennes habitudes. Mais ce qui vient de se passer avec ce cas a ouvert les yeux. Ceci montre aux gens que même si on n'a pas un cas confirmé, Ebola est toujours avec nous et peut surgir à tout moment sous toutes les formes. Donc, nous passons l'information et les gens sont conscients qu'on peut avoir Ebola à tout moment. Donc, on ne doit pas oublier cette habitude. On doit le faire. La surveillance, c'est aussi celle des hommes survivants qui peuvent garder le virus dans leur sperme pendant au moins 9 mois. Qu'est-ce que vous faites pour empêcher la transmission sexuelle? The survivors, most of the male survivors are in our database and they are being tested. La plupart des survivants sont dans notre base de données et sont testés chaque mois pour voir le niveau du virus dans le sperme. Et même quand c'est négatif, ils reviennent pour un second test. Nous avons un programme de lutte contre le VIH-Sida que nous utilisons pour faire un counseling auprès des survivants. Nous leur demandons d'utiliser les préservatifs pour assurer leur protection et celle de leurs partenaires. C'était Dr Fodé Dafé, directeur de la prévention et contrôle des maladies au ministère de la Santé en Sierra Leone. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec Sylvie Condé. Bonjour. Bonjour Radiatou et merci aux auditeurs qui nous ont écrit au 624 19 78 64. Que faire en cas de morsure de serpent? Ce message est de M. Koita de Koya. Alors, docteur Fodé Bangali Sako, vous qui êtes spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, quelle est votre réponse? Quelqu'un peut être mordu par le serpent sans que le serpent n'injecte le venin dans l'organisme de la personne, tout comme la personne peut être mordue par le serpent et en même temps le serpent injecte son venin. Et face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque quelqu'un est en brousse par exemple avec des amis, c'est de le rassurer, de le mettre au repos et essayer de faire un lavage s'il y a possibilité, n'est-ce pas, de la partie qui a été mordue avec de l'eau et du savon simplement, et essayer de trouver un moyen de transport sans que la personne qui a été mordue ne puisse fournir de l'effort pour arriver au centre de santé le plus proche. Qu'est-ce qui ne doit pas être fait, docteur, en cas de morsure de serpent? Souvent, les gens font certaines pratiques qui sont d'ailleurs très dangereuses, telles que se mettre à attacher immédiatement, comme quoi ils veulent arrêter la progression du venin. Non. Si on attache, ça peut aggraver et d'ailleurs ça peut faciliter le passage rapide du venin dans le sang, donc dans la circulation sanguine. Ça peut être dangereux. Ou bien il y en a qui peuvent se mettre à scarifier, à mettre des blessures pour pouvoir sucer même, comme quand ils veulent sucer. Ça aussi c'est très dangereux. Non seulement vous favorisez le saignement et les vaisseaux qui sont blessés là vont tout de suite absorber le venin qui est là, dans la partie qui a été mordue, mais aussi vous exposez la personne à d'autres risques d'infection parce que vous créez des plaies à ce niveau. Seydou Traoré est un autre citoyen qui veut connaître pourquoi planifie-t-on les femmes et filles. Écoutons à ce propos la chargée du programme santé de la reproduction à l'UNFPA, Dr Kadia Toussi. Si nous prenons le côté santé, une femme qui accouche doit normalement se reposer 2 ans et demi avant d'avoir une autre grossesse. Si donc cette femme qui accouche 3 mois après, elle tombe enceinte parce que il y a des cas, ou 6 mois après elle tombe enceinte, si cela se répète, ça conduit directement cette femme à la mort. Si on voit le côté économique également, une femme qui se planifie a l'opportunité de développer des activités génératrices de revenus. C'est une femme qui est autonome et qui a donc la possibilité de se prendre en charge et de prendre en charge ses enfants. Et si c'est une fille, ça lui permet d'avancer dans ses études et de trouver de l'emploi pour être autonome et être utile pour elle-même, pour sa famille. C'en est fini pour aujourd'hui. Le 624 19 78 64 reste toujours ouvert pour vos questions sur la santé. Merci Sidibé.
Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction en chef était assurée par Afiou Amata, la technique Mamadou Kone, assistée par Cabinet Sano et la présentation Adiatou Ayassal. Merci de votre attention et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.